Le 8e point qui nous divise, qui nous sépare de tous les mouvements politiques, c'est que nous abordons de front la stratégie américaine d'asservissement de l'Europe et de la France. Nous le disons. Nous le disons noir sur blanc, nous l'écrivons dans la charte, je le dis dans mes conférences. Nous appliquons un principe que De Gaulle avait merveilleusement dit, c'est dans le livre de Perfit. Les Américains, disait De Gaulle, il faut les regarder droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. C'est une question de courage. Parce que ce que nous disons, il ne faut pas croire qu'ils ne le savent pas les autres. Ils le savent. Seulement, ils les ont à zéro pour parler vulgairement. Ils n'osent pas dire la vérité. Alors vous avez des gens qui se drapent dans des postures gaulliennes ou gaullistes, mais jamais vous ne les entendrez expliquer ce qu'est la stratégie américaine vis-à-vis de l'Europe. Jamais vous ne les verrez expliquer les documents déclassifiés que la CIA a financé et continue de financer tous les mouvements pro-européens. Jamais. Jamais. Donc ça, c'est ce qui nous distingue de toute la scène politique. Je ne parle même pas, évidemment, de l'UMP ou du Parti socialiste, qui sont complètement infiltrés par les intérêts euro-atlantistes de tout le monde. Maintenant, c'est un secret de polichinelle. Bon. Et je parle de ceux, beaucoup plus dangereux, qui font semblant de s'opposer, mais qui ne disent rien. M. Besancenot, je ne l'ai jamais entendu expliquer. Hein, Madame Laguillet non plus. Je n'ai jamais entendu Mme Laguillet ou M. Besancenot expliquer que la construction européenne avait été pilotée et depuis par les États-Unis est constamment pilotée, ni essayer d'expliquer pourquoi. Je rappelle d'ailleurs au passage que Mme Laguillet a appelé à l'abstention sur le traité de Maastricht. Et comme le traité de Maastricht a été adopté par les Français à un chouïa, si Mme Laguillet avait appelé à voter non, le traité de Maastricht aurait été rejeté par les Français. Ce sont des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Hein. Le 9e point, c'est que de la même façon qu'aucun de ces mouvements souverainistes, gaullistes, eurocritiques, alter-européistes, alter-mondialistes, pour ne pas parler des grands partis politiques, aucun de ces mouvements politiques ne regarde de face non plus un autre problème fondamental, quelle est la stratégie de l'Allemagne. Et en particulier, personne jamais ne cite un élément tout à fait considérable, qui est l'alliance stratégique germano-américaine qui a été signée, ratifiée par M. Schröder, chancelier d'Allemagne, en 2004, et par Mme Merkel en 2006 avec les États-Unis. La stratégie officielle de la République fédérale d'Allemagne, écrite noir sur blanc. Vous renseignez-vous, ça s'appelle le partenariat stratégique pour le XXIe siècle, c'est que le lien transatlantique est la clé de voûte de la politique étrangère allemande. Passe avant toute autre chose. Ça n'est d'ailleurs pas nouveau. Dans une conférence que je fais sur l'histoire de France, je montre que c'était la même entourloupe qu'avaient fait les Allemands vis-à-vis de De Gaulle. De Gaulle avait fait signer le traité de l'Élysée en 1963 à Adenauer, qui ne parlait ni des États-Unis, ni de l'OTAN, ni rien. Et 6 mois après, le traité de l'Élysée avait été fusillé par le Bundestag sur la pression américaine, qui avait fait voter un préambule qui expliquait que tout ceci, ce traité devait se comprendre dans un cadre atlantiste et dans un cadre pro-américain. Le 10e point. Le 10e point, c'est que nous sommes les seuls à parler de l'intérêt national. Il semble que sur l'ensemble de l'échiquier politique français, le mot, l'expression intérêt national soit devenu obscène. C'est quand même un peu fort, surtout venant de gaullistes. Des gens qui se prétendent gaullistes, allaient parcourir leur site, jamais les questions de l'intérêt national. Alors que c'était quand même la pierre angulaire du gaullisme, défendre l'intérêt de la nation. J'insiste d'ailleurs à ce propos sur le fait que la nation, c'est une notion de gauche. La nation, c'est le peuple réuni en formation politique pour imposer sa volonté démocratique au souverain, parce que c'est lui le souverain. Hein. La nation, c'est le peuple qui a pris la souveraineté. C'est apparu sous la Révolution française. Donc l'intérêt national, c'est l'intérêt des Français. Alors il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si la France ne défend pas ses intérêts nationaux, eh bien il n'y a aucun pays au monde qui va les défendre pour elle.
Et qu'en revanche, si vous allez aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Égypte, en Israël, en Inde, en Russie, au Brésil, au Mexique, si vous allez dans tous les pays du monde, vous avez des gouvernements qui défendent bec et ongle les intérêts nationaux. C'est normal, ils sont là pour ça. Ils sont là pour défendre les intérêts de leur peuple. Donc il est quand même extraordinaire que par je ne sais quel travers de la pensée, en fait, il se comprend très bien parce que grâce à M. Le Pen et au Front National, on a en réalité en France mis dans la tête des gens que dès qu'on prononçait le mot nation, c'était l'extrême droite. Alors que c'est tout le contraire, puisque je l'explique, la nation, c'est au contraire une notion de gauche d'origine, c'est le peuple souverain, c'est la démocratie, la nation. Il est d'ailleurs question que du peuple, des langues et des nations dans la Bible, hein, dans la sagesse biblique. Eh bien donc, en France, il n'y a pas de parti politique à part nous qui disent quels sont nos intérêts nationaux. Eh bien, ça n'est pas obscène de dépendre quels sont les intérêts nationaux. Parce que si on ne parle pas des intérêts nationaux des Français, si on considère que c'est obscène, eh bien il arrive ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire des délocalisations à tout va. Vous savez qu'actuellement la France perd, bon mois, mauvais mois, entre 10 et 30 000 emplois industriels par mois. C'est une hémorragie considérable que nous avons, et tout ça dans l'indifférence générale. Donc il est absolument urgent de défendre nos intérêts nationaux. Ça ne veut pas dire être xénophobe ou raciste, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Ça veut dire simplement, de la même façon que quand vous êtes dans une assemblée, vous n'avez quand même pas envie que tout le monde vous marche sur les pieds. Il faut aussi de temps en temps défendre vos intérêts, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Donc ça, c'était notre 10e point. Le 11e point qui nous sépare des autres, c'est que, là aussi, excusez-moi, mais c'est assez curieux, nous sommes les seuls à parler de la grandeur de la France. La grandeur de la France. Je vois des souverainistes, des gaullistes, tout le monde fait comme si c'était grotesque, comme si c'était ridicule, et comme si c'était par ailleurs nauséabond. Oh, ben ça a des relents nationalistes. De Gaulle disait, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des nationaux. Les nationalistes, c'est quelqu'un qui utilise sa nation au détriment des autres et pour faire la guerre aux autres. C'est pas du tout ça. Être des nationaux, c'est utiliser sa nation au profit des autres, au bienfait des autres. Alors la grandeur de la France, ce qu'il faut bien voir, c'est que si nous ne nous battons pas, nous, pour la grandeur de la France, ça sera le triomphe de la grandeur de l'Amérique. Si nous ne nous battons pas pour la grandeur de la France, c'est la grandeur de l'Amérique qui triomphe. Et si je peux le dire de cette façon, je vous ai apporté là quelques journaux. Voici par exemple le Paris Match de 1964. De Gaulle faisant sa tournée en Amérique latine. Un triomphe des millions de latino-américains au Mexique, au Brésil, au Venezuela, en Argentine, en Équateur, partout pour chanter les louanges de Gaulle et surtout parce que De Gaulle et la France représentaient justement une alternative à l'impérialisme américain. C'est pour ça que des millions de latinos descendaient dans les rues. C'est parce qu'ils avaient besoin de la voix de la France. La France, elle n'appartient pas qu'aux Français, je le dis dans mes conférences. Les peuples du monde ont besoin de la voix de la France justement pour s'opposer aux empires. À toutes les époques, la France a dû s'opposer aux empires, sauf malheureusement lorsqu'elle-même a versé dans ce travers. Mais la France s'est opposée à Hitler, pas parce que c'était l'Allemagne et les Allemands, parce que c'était une volonté impériale. De Gaulle s'est opposé à Staline et à l'URSS, pas parce que c'était les Russes, parce que c'était une volonté impériale. Et De Gaulle s'est opposé aux Anglo-Saxons, pas parce qu'il n'aimait pas les Anglo-Saxons, il disait « je les aime bien », mais simplement parce que c'était une volonté impériale. Et nous l'avons vu en 2003 au moment de la guerre en Irak. Au moment de la guerre en Irak. Nous l'avons vu lorsque la France est intervenue au Conseil de sécurité par la voix de Dominique de Villepin, lorsque la France est intervenue pour justement s'opposer à la position américaine au Conseil de sécurité. Dans les jours qui ont suivi, plus de 85% de la population planétaire a approuvé la position française. Dans les jours qui ont suivi, on a vu des files d'attente. J'ai toutes les dépêches, j'ai gardé les dépêches de l'époque, se créer de Mexico à New Delhi, de Tokyo à Bombay, de Caracas à Moscou, devant les alliances françaises, les gens qui voulaient apprendre le français.
Mais oui, parce qu'on ne sauvera pas la langue française en disant il faut sauver la langue française et en se battant sur l'imparfait du subjonctif. On sauve la langue française à condition que nous croyions dans la France. Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même ? Disait De Gaulle. Comment voulez-vous que les gens aient envie d'apprendre la langue française si la France apparaît comme le domestique et le larbin des États-Unis ? Faire le choix de la langue française, c'est faire le choix d'une posture politique. C'est faire le choix d'un pays qui, certes, n'est plus une très grande puissance, mais qui, pour quiconque a voyagé dans le monde, sait bien que nous avons une aura considérable, que la voix de la France est attendue avec impatience dans les pays du Moyen-Orient, dans le monde arabe, en Extrême-Orient, en Amérique latine, dans l'ensemble russophone. Les gens attendent. Et que dit la France ? J'ai quelque chose de très émouvant à vous montrer aussi sur la grandeur de la France. C'est un autre paysage, c'est de 1966. C'est le voyage de Charles de Gaulle à Phnom Penh, au Cambodge. Et le fameux discours où il avait réuni, excusez-moi, mais c'est absolument inouï, 250 000 personnes au stade de Phnom Penh qui étaient venues acclamer de Gaulle pour l'entendre faire son discours. Et dans ce discours, de Gaulle avait mis en garde les États-Unis sur leur enlisement vietnamien et de Gaulle avait adjuré Washington de quitter le Vietnam en 1966. Et ce qui est émouvant, c'est ce que dit le roi Sihanouk, le prince Sihanouk qui le reçoit. À De Gaulle qui lui dit « Votre pays reste maître chez lui », De Gaulle dit ça à Sihanouk, parce que c'était la quintessence de la pensée gaulienne, c'est ça. Chaque peuple doit être maître chez lui. C'est bête, c'est simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas, mais ça veut dire que c'est un principe tout simplement de liberté des peuples et des nations. Donc De Gaulle dit à Sihanouk, c'est bien, votre pays reste maître chez lui. Et Sihanouk répond, le monde actuel a trouvé en vous le plus grand Saint-Georges moderne. Saint-Georges, vous savez, c'est celui qui terrasse le dragon. C'est ça la grandeur de la France. La grandeur de la France, c'est pour aider les autres, c'est pour aider les autres pays du monde. Que nous soyons un modèle comme nous l'avons été en 1789, comme nous l'avons été en 1848, comme nous l'avons été en 1792 aussi à Valmy, comme nous l'avons été également pendant la Seconde Guerre mondiale et comme nous l'avons été pendant les années 1960, que nous soyons un principe à la fois de modération, parce que la France est un pays de modération, mais un principe de libération. C'est ça la grandeur de la France. Donc avant que de cracher sur la grandeur de la France, eh bien, je dis aux gens, regardez bien sur quoi vous crachez. Hein, parce que si la France n'est pas grande, ce seront les États-Unis qui écraseront le monde. Hein, nous devons être, oui, les Saint-Georges du temps moderne. Et j'en arrive à mon 12e et dernier point qui nous sépare radicalement de tous les autres mouvements, c'est que nous condamnons le principe même de la construction européenne. Nous le condamnons pour toute une série de raisons. D'abord parce que ça ne peut pas marcher. J'explique dans une de mes conférences que c'est un système auto-bloquant, que c'est l'application qui a été réfléchie par les Américains d'un stratagème chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes. À ce propos, il y a une question que vous devriez poser à tous les partis politiques que vous rencontrez. Ils sont tous là à dire « il faut que l'Europe marche mieux, il faut que ci, il faut que ça, il faut l'améliorer, je veux une autre Europe ». Mais il faudrait leur dire « mais pourquoi ça ne marche pas depuis maintenant 53 ans ? Pourquoi ça ne marche pas ?» Et la deuxième question, à qui vous reprochez quoi ? À qui est-ce que vous reprochez quoi ? Parce que vous savez, les adeptes du plan B, au moment de la Constitution européenne, il y a des gens qui vous ont dit qu'il y a un plan B. Mais les adeptes du plan B, ils ont fait croire aux Français qu'en réalité, il y aurait une espèce de petite faune malfaisante, petite élite, qui se serait ingéniée à faire une Europe contraire aux intérêts des peuples, mais qu'une fois on serait débarrassé de cette petite élite malfaisante, tous les peuples d'Europe tomberaient dans les bras les uns des autres, auraient évidemment les mêmes intérêts. C'est ça le mythe. Le mythe, il est là.
Le mythe, il est que ceux qui sont les partisans du plan B, qui n'ont d'ailleurs jamais pu expliciter, oublient tout simplement de vous dire que si l'Europe, elle est comme elle est, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement. Elle est la sédimentation. Depuis 50 ans, même, on pourrait même dire depuis plus longtemps, mais depuis 50 ans, la sédimentation de compromis entre un nombre croissant de peuples qui ont des intérêts divergents dans tous les domaines.